Chers téléspectateurs, nous avons célébré au mois de mai dernier le bicentenaire de la mort de Napoléon et cette commémoration a fait l'objet de nombreux débats. De manière générale, la postérité a reconnu à Napoléon le mérite d'avoir réconcilié en quelque sorte l'État et l'Église à travers la signature du Concordat. Il a également établi des relations avec la communauté protestante, mais qu'en fut-il de la communauté juive? Quelle a été l'attitude de Napoléon vis-à-vis de cette minorité religieuse au cours de son règne? Alors d'abord, il faut rappeler quelle était la situation des Juifs en France à la fin de l'Ancien Régime. On compte environ approximativement 50 000 Juifs sur le territoire du Royaume. On distingue plusieurs groupes. D'abord les séfarades installés dans la région bordelaise. Ensuite les Avignonnais, à savoir ceux que l'on appelait les Juifs du Pape. Et le comtat venessin, Avignon, ne fait pas partie du Royaume sous l'Ancien Régime. Il ne sera attaché que sous la Constituante. Et puis il y a surtout les communautés juives ashkénazes qui se trouvent en Alsace et en Lorraine, donc dans l'est du Royaume. Alors, les séfarades de Bordeaux, ils sont venus s'installer là. Ces Maranes, comme d'autres, sont allés s'installer aux Pays-Bas quand les Juifs ont été expulsés des royaumes ibériques, l'Espagne et le Portugal au cours du XVIe siècle. Ils sont présents notamment à Bayonne et à Bordeaux. Ils disposent d'une influence non négligeable. Et dès 1776, par des lettres patentes royales, on a reconnu leur existence et leur accès à l'état civil. Il y a là une bourgeoisie assez prospère, assez ancienne aussi. On pense que Montaigne avait dans ses ascendants des membres de cette communauté juive. Pour ce qui concerne Avignon et le comtat, les choses sont un peu différentes. Après s'être installé à Avignon de manière théoriquement temporaire, la papauté a acquis Avignon et le comtat en 1348, et quand sous Charles VI les Juifs ont été chassés du royaume de France en 1394, ils ont trouvé refuge en grand nombre sur le territoire pontifical, où ils vont prospérer au cours des siècles suivants. Et c'est en 1791, en septembre 91, qu'Avignon et le comtat venessin, à la suite d'un plébiscite, vont être rattachés à la France, donc à l'époque de la Constituante. Et puis il y a enfin les Juifs d'Alsace-Lorraine, ce sont les plus nombreux. Ils parlent le yiddish, un dialecte germanique. Ils sont soumis à des taxes spéciales, interdits pendant longtemps dans certaines villes, comme Strasbourg, qu'ils devaient quitter avant le coucher du soleil. Tout cela a été amélioré sous Louis XVI, qui a pris des mesures en leur faveur. Ils sont marchands de bétail, ils pratiquent le prêt à intérêt, et certains ont fort bien réussi, notamment les frères Cerbère, comme fournisseurs aux armées. En revanche, là, dans cette région, la population locale leur est généralement hostile, et le roi même cherche à limiter leur nombre pour répondre aux demandes de la dite population locale. Ces Juifs de l'Est sont également nombreux à Metz, l'un des trois évêchés rattachés à la France, comme on sait, au XVIe siècle. À Paris, ils ne sont que quelques centaines originaires justement de ces régions de l'Est. Alors dans ce contexte, le siècle des Lumières va poser la question de leur émancipation. La Société royale des sciences de Metz
Metz va ainsi, en 1787, proposer un sujet de concours, comme il était coutume de le faire à l'époque, sur le thème « Est-il possible de régénérer les Juifs ?» Et elle va recevoir à ce sujet 3 mémoires, dont le plus célèbre est celui de l'abbé Grégoire, curé de la paroisse lorraine de Miroménil, qui va rédiger un vibrant plaidoyer en faveur de l'assimilation des Juifs. Et Grégoire va être élu député du clergé de Nancy pour les États généraux réunis en 1789. Là, les choses s'accélèrent puisque, on le sait, le 26 août, c'est la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme qui proclame l'égalité de tous les citoyens, libres et égaux en droit, ce qui, évidemment, signifie que les Juifs peuvent accéder désormais à une pleine égalité avec les autres sujets du roi devenus les citoyens dans le cadre du nouveau régime. Alors là, un débat va quand même s'ouvrir. Des députés comme l'abbé Grégoire, Robespierre sont très favorables à l'émancipation. À l'inverse, en face, il y a l'abbé Maury, monseigneur de la Fare, évêque de Nancy, rebelle, député d'Alsace, qui sont opposés. Les droits de citoyens sont reconnus aux Juifs de Bayonne, d'Avignon et du Comtat et de Bordeaux. Mais en revanche, les Juifs de l'Est, eux, protestent parce qu'ils ne sont pas prévus dans ces premières mesures. Il faut attendre la fin septembre 1791, quelques jours avant la séparation de la Constituante, où avec toujours les mêmes débats, eh bien, on décide de l'émancipation des Juifs qui vont accéder à un statut de pleine égalité avec les autres citoyens, ce qui sera confirmé par l'Assemblée législative par une loi du mois de novembre suivant. Alors, les choses donc avancent, s'améliorent, la qualité de citoyen est ainsi acquise. Cas à peu près unique dans le monde, seuls les États-Unis ont accordé la liberté et l'égalité aux Juifs à cette époque. Il n'y a pas de véritable égalité encore en Angleterre et en Hollande. Ils sont toujours interdits en Espagne et dans la quasi-totalité des autres États, des mesures discriminatoires ou des statuts discriminatoires persistent. Ce succès obtenu pour eux en France n'exclut pas cependant que des problèmes subsistent, persistent. Ils ne sont pas assimilés véritablement pour autant. Il y a une hostilité de la population qui se confirme. On leur reproche la spéculation puisqu'ils ont été pendant longtemps spécialisés dans le prêt et dans l'usure. On leur reproche leur langue, le yiddish, qui en fait des suspects de sympathie pour l'ennemi prussien ou autrichien à partir de 1792. On les suspecte d'avoir profité indûment de la vente des biens nationaux. Sous la terreur, certains sont inquiétés et visés par la terreur, non pas du tout en raison de leur religion, bien sûr, mais parce qu'ils se retrouvent accusés d'accaparement. Également sur le plan politique, certains ont été proches des dantonistes ou des hébertistes et ils sont poursuivis et pour certains exécutés pour cela. Alors les choses s'améliorent sensiblement à l'époque du Directoire, une fois que la phase terroriste de la Révolution est terminée, et finalement l'émancipation là commence à s'installer pour de bon, d'autant que dans les territoires conquis par les armées de la Révolution, eh bien cette avancée également se confirme. C'est le cas en Belgique, c'est le cas dans la République batave, c'est le cas en Rhénanie, où l'égalité civile est reconnue aux Juifs en 1797. C'est vrai aussi en Italie, où les troupes de Bonaparte abattent les portes des ghettos de Modène, de Ferrare
ou de Reggio d'Émilie, avant qu'il n'en aille de même à Rome en 1798. Et quand les constitutions des républiques cisalpines, ligures, romaines sont promulguées, eh bien, l'égalité y est reconnue donc à la minorité juive. Ce qui n'est pas le cas dans la République helvétique en 1798 et dans les îles Ioniennes passagèrement occupées de 1797 à 1799. À l'époque, une rumeur circule déjà d'un éventuel projet d'envoi de la minorité juive en Palestine, mais évidemment, tout cela restera à ce moment-là sans lendemain. Mais globalement, il y a une émancipation incontestable qui est le fait de la Révolution. On peut le voir à contrario, quand les Français sont obligés de se replier d'Italie en 1799, eh bien, les Juifs considérés comme jacobins, entre guillemets, sont persécutés en priorité. 13 juifs sont ainsi brûlés à Sienne en juin 1799. Puis ensuite, Napoléon s'impose sur une bonne partie de l'Europe, et cela va de pair avec une émancipation des minorités juives consécutives aux victoires françaises. C'est vrai en Hollande, c'est vrai dans toute l'Italie, alors que désormais les Juifs soumis à Napoléon voient leur nombre se développer considérablement. Je l'avais dit, il y avait à peu près 50 000 Juifs dans le territoire du Royaume de France en 1789, compte à Venessin et Avignon compris. Eh bien, c'est un peu plus de 700 000 Juifs que Napoléon contrôle désormais à l'issue de ses victoires. D'où le souci de mettre en place un système établissant une relation stable avec cette minorité, analogue à ce qui a été fait avec les protestants, analogue à ce qui a été fait à une bien plus grande échelle, évidemment, avec l'Église catholique, à travers le Concordat. Alors les choses sont un petit peu compliquées parce que Portalis, le grand juriste de Napoléon, considère que les Juifs sont un peuple et non pas une religion. Donc la situation, selon lui, est de nature différente et il ne souhaite pas, par exemple, que les ministres du culte soient payés par l'État, à la différence de ce qui s'est passé pour les prêtres catholiques et les pasteurs protestants. Alors, en attendant, les conquêtes se poursuivent. On va avoir un nombre de Juifs de plus en plus important qui vont passer sous l'autorité de la France napoléonienne. Et de ce fait, en juillet 1806, eh bien, l'empereur va organiser une réunion de 111 délégués qui vont constituer une assemblée, et une assemblée qui va travailler jusqu'en avril 1807 pour résoudre un certain nombre de questions, les mariages, la question de l'usure, la citoyenneté, le statut des rabbins, etc. On va réussir à obtenir des réponses satisfaisantes sur tous ces points, et tout cela va trouver sa conclusion avec la création du Grand Sanhédrin. Napoléon reprend le nom d'un tribunal juif remontant à l'Antiquité, qui va être l'institution principale qui va décider de l'évolution de la situation. Ce Grand Sanhédrin, il compte 71 membres, dont 45 rabbins. Il va se réunir en août-septembre 1806, sous l'autorité de Champagny, le ministre de l'Intérieur, qui désigne son président. Et cette assemblée a la vocation à organiser donc le culte juif, à superviser la question des mariages. Au départ, Napoléon souhaitait qu'il y ait des mariages mixtes pour favoriser l'assimilation, mais il renoncera bientôt à cette exigence. On admet également que les Juifs devront le service militaire, au même titre que les autres Français. Et finalement,
en février 1807, en février-mars 1807, eh bien, le Grand Sanhédrin va publier ses diverses conclusions, et les Juifs peuvent se dire satisfaits de Napoléon, qui est comparé à un nouveau Cyrus, l'empereur perse, qui avait délivré les Juifs de la captivité de Babylone au cours de l'Antiquité. Des décrets de mars et juillet 1808 viennent organiser précisément le culte, organiser les consistoires également, mettre en place le statut des rabbins qui désormais, alors qu'ils n'étaient pas payés par l'État, vont recevoir un soutien de celui-ci, mais rien à voir cependant avec les traitements que reçoivent les prêtres catholiques et les pasteurs protestants. On se met d'accord également sur les déclarations à l'état civil, auxquelles vont accéder désormais les Juifs par le décret du 20 juillet 1808. Napoléon continue en fait l'œuvre engagée et accomplie par la Révolution à partir de 1789, œuvre qui a pour objectif, qui a pour but l'assimilation de cette minorité juive, même si la spécificité de la communauté concernée, évidemment, fait que les choses vont se révéler un petit peu plus compliquées. Il faut également conjurer dans certaines régions, essentiellement Alsace-Lorraine, l'hostilité populaire. Il y a un anti-judaïsme ancien, profondément enraciné dans les population, à Strasbourg, à Metz, en Lorraine, qui freine quelque peu l'évolution du processus. Mais de manière générale, le grand historien de la Révolution et de l'Empire, Jacques Godchaux, considère que Napoléon a incontestablement contribué à l'assimilation. Je l'ai dit, déjà certaines mesures avaient été prises à l'époque de Louis XVI, en faveur notamment des Juifs de Strasbourg. Il y avait eu ensuite les décisions de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législative. Il y avait eu l'émancipation des communautés juives dans les différents territoires conquis par les armées de la Révolution. Et il y a eu au final cette organisation méthodique des relations entre l'État et la communauté juive voulue par Napoléon. Au bout du compte, c'est l'émancipation de cette minorité qui va ainsi pouvoir, tout au long du XIXe siècle, prospérer en France, et avec parfois des réussites tout à fait spectaculaires.